Donc oui, voilà, donc Neuropirate est sorti cette année. C'est un peu une drôle d'expression, un Neuropirate. Bon, ça m'a été inspiré par Neuroesclave, qui est donc un livre de Marco Della Luna et Paolo Cioni. Finalement, bon, ça consiste en quoi le neuropiratage? Ça consiste en fait à détruire le cerveau de manière furtive. En fait, le piratage en général, c'est une destruction furtive. Évidemment, si le pirate n'est pas furtif, c'est plus un pirate, par définition. Du moins dans les perspectives de hacking, etc. etc. Donc cette destruction furtive du cerveau ou de l'esprit, en fait, donc n'est pas quelque chose finalement d'unique. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'ingénierie sociale. Donc il y a un conseiller de Barack Obama qui s'appelle Cass Sunstein qui lui parle d'infiltration cognitive. Donc bon, c'est dans l'air du temps. L'ingénierie sociale donc repose sur deux concepts, l'hameçonnage et mon apport personnel, c'est le conflit triangulé. L'hameçonnage permet donc de procéder de façon furtive. C'est-à-dire que l'hameçonnage repose essentiellement sur l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. La littérature du piratage informatique montre que ce sont vraiment les deux manières de procéder utilisées par les hackers qui pratiquent l'ingénierie sociale dans le champ de la sécurité informatique. Le terme anglais, c'est phishing. Donc c'est en fait l'étape préliminaire. Donc cet abus de confiance, cette usurpation d'identité, consiste à produire les signes extérieurs d'une identité simulée. Je ne suis pas ce que je prétends être. Donc on se rend compte que finalement c'est pratiquement tout le champ social aujourd'hui qui est perturbé en quelque sorte par cette approche, par cette façon de faire. Pourquoi? Parce que le pouvoir aujourd'hui procède essentiellement par neuropiratage ou par ingénierie sociale. Le pouvoir procède de façon furtive. Ça porte aussi un autre nom, c'est la guerre hybride. Donc l'OTAN travaille là-dessus, sur la notion de guerre hybride. Et donc c'est notamment donc le secrétaire général de l'OTAN qui évoquait le sujet à l'occasion d'une conférence à Riga et qui donc évoquait cette manière de procéder qui donc consiste en fait à mêler aux opérations conventionnelles des attaques sur tous les champs sociaux. Donc on a affaire à une sorte de guerre comment dire, sans limite. C'est-à-dire que tous les aspects de la société sont attaqués en même temps. Donc on parle de guerre économique aussi, on parle de... en fait, ça peut être vraiment dans tous les domaines de la société. Donc on parle de soft power, donc c'est-à-dire de guerre culturelle. Et donc aucun champ de la société n'est épargné par ce rapport de force. Donc, mais la spécificité, c'est toujours donc de procéder sans être vu. Ça, c'est vraiment le principe même de cette guerre hybride, c'est d'avancer masqué. C'est Michel Foucault qui a beaucoup travaillé là-dessus, à partir de la notion de panoptique, qu'il avait reprise à Jeremy Bentham et à ses études donc, sur les nouvelles formes de prison au XIXe siècle, au XVIIIe siècle déjà, qui consiste en fait à découpler le champ visuel, donc le rapport entre celui qui voit et celui qui est vu. Donc ce découplage entre voir et être vu peut être transposé à toute la société. On parle de société de surveillance et donc où nous sommes vus mais sans voir celui qui nous voit. Donc il y a comme ça l'organisation d'une dissymétrie ou d'une asymétrie de la perception
et qui permet donc effectivement donc de voir, de surveiller sans être soi-même affecté par le regard social. Donc en fait, il s'agit donc de découpler et de mettre en place un double standard, comme on dit, une double éthique. Il s'agit donc de cultiver une inégalité, enfin une asymétrie. Donc ce qui fait écho évidemment à la notion aussi de chaos contrôlé. Le chaos contrôlé est une expression paradoxale, puisque donc, le terme de chaos évoque précisément l'absence de contrôle. Donc c'est quoi le chaos contrôlé, qui est aussi une théorie en vogue, surtout analysée par les Russes, les intellectuels russes, pour justement essayer de comprendre ce qui est appliqué par l'OTAN, ce qui est appliqué par toute la politique atlantiste. Le chaos contrôlé, c'est quand je déstabilise un système sans être déstabilisé moi-même. Donc là, on retrouve ce principe d'organisation dissymétrique de la société qui permet donc à l'ingénieur social de déconstruire le champ social, la société et le psychisme des individus, des organisations, c'est-à-dire de disloquer le champ social sans être lui-même disloqué, c'est-à-dire sans subir de choc en retour. Ça évoque évidemment les techniques de démolition contrôlée dans le BTP, puisqu'il faut évidemment, si je suis artificier et que donc ma mission consiste à faire tomber une barre HLM ou une tour, je dois calculer la bonne distance. C'est-à-dire que je dois être en mesure d'impacter le bâtiment sans être impacté moi-même en retour par l'onde sismique, enfin, l'onde de choc et les effets collatéraux. Ce calcul donc, du choc en retour est absolument essentiel en ingénierie sociale, puisqu'il faut donc être capable de frapper sans être frappé soi-même en retour, ce qui s'appelle aussi l'impunité. Donc cette impunité se réalise alors dans le BTP en conservant une bonne distance physique avec le bâtiment que l'on démolit. En ingénierie sociale, le transfert de compétences consiste à organiser sa propre invisibilité et donc de mettre en application un système donc, de société fondé sur les principes du panoptique étudiés par Bentham et Foucault dans Surveiller et punir. Donc la démolition contrôlée appliquée à la société consiste à découpler l'action et la réaction, c'est-à-dire à faire en sorte que je ne subisse aucune conséquence des destructions que j'inflige à la société en question, aux organisations en question. Pour cela, donc, je dois procéder de façon furtive. Donc la furtivité, là, à ce niveau-là, c'est précisément l'organisation de mon impunité. L'organisation de mon impunité, c'est quoi? Dans le champ psychologique, c'est inhiber toute pensée du soupçon à mon égard. Pour cela, il y a une technique qui est bien connue en analyse transactionnelle. Enfin, il y a une figure de l'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle Karpman et qui montre que dans les interactions sociales, il y a 3 positions à occuper quand les projections émotionnelles sont fortes. C'est-à-dire c'est le bourreau, la victime, le sauveur. Bon, si je suis ingénieur social et que mon objectif est de démolir une société de manière contrôlée, donc j'organise mon impunité en endossant, enfin en produisant les signes extérieurs, par exemple de la victime ou du sauveur. Si bien que je serai en situation de vous détruire avec l'image de la victime ou du sauveur. Donc, bon, ça, on baigne là-dedans, évidemment. C'est-à-dire que tout le discours sur les minorités, par exemple, qui sont toujours forcément persécutées, consiste précisément à empêcher toute pensée du soupçon, ou tout reproche, même, à la limite, sans aller même jusqu'au soupçon, mais en fait, toute pensée critique vis-à-vis de ces minorités dans les sociétés, dans la société où l'on vit. Donc ce positionnement à trouver pour provoquer le chaos sans que cela ne me touche, pour faire de l'ingénierie sociale,
au sens où l'ingénierie sociale fait la même chose que l'ingénierie financière ou l'ingénierie génétique. Ça consiste en fait à déconstruire un donné pour ensuite le reconstruire sur de nouvelles bases. Pour que je ne sois pas touché moi-même par cette déconstruction, donc je dois procéder de façon furtive, en l'occurrence, puisque l'objet que j'ai à détruire n'est pas forcément d'accord. Quand il s'agit simplement d'une barre HLM, pas besoin de lui demander son avis. Donc là, effectivement, il n'est pas nécessaire de procéder de façon furtive. En revanche, quand ce sont des êtres vivants et même des êtres humains, pour éviter justement d'avoir à demander l'accord, qui me sera refusé très, très certainement, et pour donc produire le changement escompté, je dois effectivement me cacher, en quelque sorte, derrière une image d'innocuité, ou d'innocence, en quelque sorte. C'est-à-dire je dois produire l'impression que je ne peux en aucun cas faire du mal. Donc ça me permet de gagner la confiance. Donc l'usurpation d'identité, ici, consiste en fait à se faire passer pour la victime ou le sauveur. Ce qui me permet, dans un deuxième temps, donc d'abuser de la confiance et donc de faire les poches des gens, par exemple, ou du moins, en tout cas, de mettre en place un système global donc de destruction du champ social et du système dans lequel que j'ai l'intention d'impacter et donc de déconstruire. On voit que nous sommes dans une dynamique là de distinction, au sens de Bourdieu, par exemple, Pierre Bourdieu qui a écrit en 1979 la distinction, qui est donc le mouvement même qui anime le capitalisme en fait. C'est creuser les écarts au niveau socio-économique. C'est ça le capitalisme, entre autres. Là, donc, on est dans un travail qui consiste à creuser les écarts, donc au niveau socio-économique, évidemment, mais aussi au niveau de la perception. Et au niveau, en quelque sorte, des relations de solidarité internes dans un champ social. Donc, ce qui me permet par la suite, effectivement, donc, de procéder de façon à contourner les critiques et les accusations. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de gouverner par le chaos, comme comme j'avais titré un livre que j'ai écrit, sachant que cette gouvernance par le chaos ne peut pas effectivement être avouée en quelque sorte, puisque nous sommes à une époque où les conflits ne peuvent plus être frontaux. C'est-à-dire qu'en gros, après les 2 guerres mondiales du XXe siècle, les populations sont globalement devenues pacifistes. Si j'ai un projet colonial, qu'il s'applique en fait à la société où je vis ou à une autre société, je dois procéder au moyen de stratégies indirectes. C'est plus possible. Quand, par exemple, les États-Unis veulent envahir l'Irak, ils ne peuvent pas dire on va envahir l'Irak. Il faut un prétexte. Ça ne se fait plus maintenant. Ça se faisait à une époque. Tel ou tel potentat avait des intentions impériales ou coloniales. Eh bien, il y allait directement. Aujourd'hui, on est en quelque sorte, dans une reformulation des rapports de force qui nous interdisent, qui interdisent au pouvoir de procéder de cette façon-là. Donc, il faut toujours procéder de façon, en quelque sorte, compassionnelle avec donc cette image de la victime ou du sauveur. En l'occurrence, là, envahir l'Irak, c'était pour aller chercher les armes de destruction massive, etc. Donc vous connaissez tout ça. Et c'était donc nécessairement dans la position du sauveur aussi vis-à-vis de la population. De la même façon, tout le discours sur l'Ukraine, par exemple, tenu par le département d'État américain ou par l'OTAN, consiste à aller sauver les Ukrainiens donc de la menace russe, etc. Donc voilà, on ne peut plus, aujourd'hui, le pouvoir ne peut plus procéder de façon directe, il doit mettre en place des stratégies indirectes, donc des révolutions colorées et des putschs, mais qui ne disent pas leur nom. Donc ce qui aboutit effectivement à cette espèce d'ambiance assez pénible, en fait très compassionnelle, alors même qu'on
bombarde des enfants et qu'on détruit des pays entiers. Mais tout ça au nom des droits de l'homme et au nom donc de je sais pas quoi, enfin de valeurs effectivement pleines de compassion et avec des sanglots dans la voix. Donc, cette destruction furtive par usurpation d'identité procède. Alors ensuite, dans le champ militaire, il y a plusieurs applications, et notamment donc les attentats sous faux drapeau. Par définition, c'est une usurpation d'identité, puisque donc on commet un attentat en l'attribuant à quelqu'un d'autre. Il y a aussi donc les forces de procuration, les proxy forces, ou les armées de procuration, proxy armies. Le concept de force de procuration, j'ai cherché un petit peu partout, parce que c'est un peu dans l'air du temps, mais j'ai essayé de trouver, de revenir en fait à son origine. Donc je suis tombé sur un texte qui s'appelle A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm. Donc une coupure nette, une nouvelle stratégie pour sécuriser le domaine, et qui c'est un texte collectif, mais je dirais piloté par Richard Perle. Donc Richard Perle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'un des proches conseillers de George W. Bush, donc un néoconservateur, ultra-sioniste, et il a piloté ce collectif qui a produit ce texte remis à Benjamin Netanyahou en 1996. Donc le texte, le nom du groupe, le nom du collectif, c'est New Israeli Strategy Toward 2000, donc une nouvelle stratégie israélienne vers l'an 2000. Et qu'est-ce que dit ce texte concernant justement la notion de force de procuration? Il dit voilà en 1996 que la Syrie lance un défi à Israël sur le sol libanais. Une approche efficace consisterait à attaquer la Syrie en s'appuyant sur la Turquie et la Jordanie. Par l'affaiblissement, l'encerclement et même le refoulement de la Syrie, cet effort peut se concentrer sur le renversement de Saddam Hussein du pouvoir en Irak, un objectif stratégique israélien important à part entière, comme un moyen de déjouer les ambitions régionales de la Syrie. Par-dessus tout, il est compréhensible qu'Israël ait un intérêt à soutenir diplomatiquement, militairement et du point de vue opérationnel les actions de la Turquie et de la Jordanie contre la Syrie, de même que de garantir des alliances tribales avec des tribus arabes qui traversent le territoire syrien et sont hostiles à l'élite dirigeante syrienne. Et l'expression de proxy forces apparaît aussi dans ce texte, et qui dit à un moment, voilà, il faut mettre en parallèle, c'est une citation qui sera mise en incrustation à la post-production, la mise en parallèle du comportement de la Syrie en établissant le précédent que le territoire syrien n'est pas immunisé contre des attaques émanant du Liban par les forces de procuration israéliennes. Le côté libanais a été un petit peu oublié. C'est-à-dire que, là c'est en 1996, mais globalement on a en fait la description de la situation actuelle avec 20 ans d'avance. Et donc les forces de procuration israéliennes, voilà, c'est toutes les groupes djihadistes paramilitaires qui s'occupent donc de détruire l'Irak, de détruire la Syrie, sachant que le programme, en fait, en plusieurs étapes, a été appliqué pratiquement à la lettre. Déjà faire tomber Saddam Hussein, puis ensuite passer à la deuxième étape, attaquer la Syrie, en s'appuyant sur la Turquie et la Jordanie. Donc ce programme est appliqué de façon effectivement furtive, puisque Israël n'apparaît pas directement dans cette guerre. Cela dit, avec les années qui passent, il y a de plus en plus d'indices, c'est-à-dire que la vérité remonte, et on voit effectivement, même dans des articles de presse grand public, des indices, voire des preuves, ou voire même des aveux. Notamment, on a vu par exemple Netanyahou rendre visite à des salafistes, ou des takfiris soignés dans un hôpital israélien.
un hôpital de campagne militaire, donc au niveau du Golan, c'est-à-dire à la frontière. Et puis donc tout un tas de déclarations de djihadistes qui disent non, nous, notre problème, c'est pas Israël, on veut surtout pas faire de mal à Israël, et patati et patata. Et puis bon, ça va encore plus loin, hein. C'est-à-dire qu'on a par exemple dans l'édition du 22 février 2014 du Times of Israel, en quelque sorte un petit bisou envoyé par Mohamed Badi à Netanyahou, qui donc venait de rendre visite à des takfiristes dans un hôpital israélien, et Mohamed Badi qui remercie, qui apprécie le geste de Netanyahou et qui donc lui envoie un like sur Facebook en quelque sorte. Qui est Mohamed Badi? Et bien c'est le guide suprême des frères musulmans, donc en exil en Turquie puisque condamné à mort en Égypte. Donc voilà, bon, au fil des années, bon, par chance, effectivement, le conflit, enfin par chance pour la vérité, hein, c'est-à-dire que si le conflit en Syrie avait été, je dirais, achevé en 6 mois, 1 an, toute cette furtivité israélienne n'apparaîtrait pas, hein, puisque en fait les informations ne seraient pas sorties. Donc le fait de faire traîner un conflit, c'est très important, hein, en termes de propagande de guerre. Il faut absolument, effectivement, que les choses traînent en longueur le plus possible, hein, quand on n'est pas en position, évidemment, d'écraser l'ennemi. En l'occurrence, le gouvernement syrien n'est pas en position d'écraser l'ennemi, donc voilà, son intérêt, c'est de faire traîner en longueur et puis d'attendre que des alliés viennent lui filer un coup de main. Parce que, bon, au bout d'un moment, effectivement, le dispositif des opérations clandestines est éventé. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, en ce moment, tout est en train de sortir concernant l'implication israélienne et aussi américaine. On avait un article donc, du Los Angeles Post que j'avais noté, enfin bref, qui disait bien que voilà, donc il y avait des groupes terroristes islamistes soutenus par la CIA qui se battaient avec d'autres groupes islamistes soutenus par le Pentagone. Et c'est pas sur un site conspirationniste que que ce genre d'information apparaît, c'est dans les médias grand public américains. Voilà, bon, il a fallu 5 ans, hein, puisque en fait, la réalité du rapport de force, bon, est la même aujourd'hui qu'en 2011. Mais en 2011, il était inconcevable que ce genre d'article sorte, hein, puisque le système des opérations clandestines et de cette guerre hybride furtive est quand même assez bien élaboré. Et en 2011, les médias grand public occidentaux en étaient à dire que c'était un peuple qui se soulève contre son tyran pour sa liberté, quoi. Donc la destruction, donc voilà, on a un exemple, hein, mais donc de destruction furtive par usurpation d'identité, et qui se combine, donc en fait qui peut être étendu, hein, évidemment, parce que bon, on se rend bien compte au bout d'un moment que le djihadisme en Syrie et en Irak est entièrement encadré par les services secrets occidentaux, hein, américains, israéliens, français. On se demande pourquoi ça s'arrêterait aux frontières de l'Europe. Donc, pareil, on peut commencer à reconstituer, hein, tout le système des réseaux gladiaux, hein, comme on dit, notamment le gladio B djihadiste, puisque bon, si effectivement cet encadrement du djihadisme au Proche-Orient par les services secrets occidentaux, pour ainsi dire de A à Z, hein, il n'y a aucune autonomie de l'État islamique, ni de Al-Nusra, ni de Al-Qaïda. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête en Europe, hein, ce qui donne une petite idée en fait, de la réalité du phénomène du terrorisme islamiste. Deuxième façon de détruire furtivement, c'est donc par l'abus de confiance, hein, c'est-à-dire par la société ouverte, concept de société ouverte. Donc je peux détruire et déstabiliser un système avec un minimum de choc en retour pour moi, en abusant de sa confiance pour le faire s'ouvrir volontairement. Alors d'où vient l'idée de société ouverte? Elle vient de Karl Popper et de son ouvrage La société ouverte et ses ennemis de 1945. Alors Karl Popper, c'est un des grands épistémologues du XXe siècle, né en 1902 et mort en 1994.
Et c'est aussi l'un des principaux théoriciens de l'ingénierie sociale. Euh, dans un sens plutôt positif dans son cas, puisque il a distingué deux formes d'ingénierie sociale, évidemment orientée vers la construction, ou la reconstruction, c'est-à-dire il a distingué une ingénierie sociale lacunaire, ce qu'il appelle, ça a été traduit comme ça en français, hein, puisqu'il n'écrivait pas en français, et qui aujourd'hui s'apparente à du travail social. Ça consiste en fait à aider la résilience des individus ou des organisations qui sont dans un état dégradé pour telle ou telle raison. Et puis il distinguait donc cette ingénierie sociale qui en fait est du travail social ou en quelque sorte avec une intention positive, qu'il distinguait ça donc de l'ingénierie sociale utopique ou utopiste, c'est-à-dire les grands projets, un peu comme les grands totalitarismes du XXe siècle, et qu'il trouvait particulièrement dangereuses. C'est l'un des principaux, une des principales références sur cette question. Il y en a d'autres moins connus, hein, évidemment, hein, dans des instituts, dans des think tanks anglo-saxons. Donc la société ouverte, en fait la diffusion hein, de cette notion de société ouverte, qui serait donc forcément positive, hein, puisque si on parle de ça, si on fait la promotion de cette notion de société ouverte, c'est précisément parce que on a bien l'intention de la généraliser. Karl Popper est reconnu comme un libéral, plutôt, hein, politiquement, et c'est là où le libéralisme rejoint le cosmopolitisme, hein, qui dit société ouverte, dit en quelque sorte abolition des frontières, et en quelque sorte mouvement vers le supranationalisme ou la supranationalité, vers toutes les formes d'organisation supranationale. C'est ce qui est une définition du cosmopolitisme, hein, c'est-à-dire l'ouverture totale, hein, qui permet donc de détruire les organismes aussi, hein, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de la vie, hein, forcément il faut qu'il y ait de la fermeture à un moment ou à un autre. Intuitivement on le comprend, hein, un être vivant en fait vit dans un mixte d'ouverture et de fermeture. C'est ce qui donc permet aussi, en quelque sorte, de rendre compte du biologique en termes de théorie des systèmes ou de cybernétique. Tout système se définit par une intériorité et une extériorité. Si vous voulez détruire ce système, donc vous pouvez percer sa frontière, en quelque sorte, sa membrane protectrice, hein, donc percer son identité, mais vous pouvez aussi, donc, par abus de confiance, lui dire « ouvre-toi ». Ouvre-toi parce que tu ne risques rien. C'est ça. Hein, c'est précisément ce que va faire un pirate informatique. Hein, il va en quelque sorte usurper l'identité de quelqu'un que vous connaissez, hein, ou d'une organisation qui est légitime, et qui va vous demander de vous ouvrir, par exemple en vous soutirant vos mots de passe ou en vous demandant de vous rendre sur tel ou tel site où vous serez en quelque sorte ensuite piégé. Donc là, l'ouverture n'est pas forcément amicale. La demande d'ouverture, et là en l'occurrence aujourd'hui on se rend compte qu'en réalité l'ouverture n'est pas du tout amicale. Donc, le 11 mai 2015, par exemple, donc un haut fonctionnaire de Bruxelles, hein, du nom de Carlos Moedas, hein, écrivait « L'immigration est essentielle à la croissance, nous devons ouvrir nos portes ». Alors, tout le champ lexical hein, de l'ouverture hein, est assez généralisé dans tous ces milieux, en fait, hein, européistes, atlantistes, financiers, et en particulier, donc, chez un certain George Soros, qui donc est le fondateur de la Open Society Foundations, Open Society Foundations, et le principal promoteur donc du cosmopolitisme et de l'immigration sans limite. Il n'est pas le seul, malheureusement, hein, il y a d'autres personnes qui utilisent les mêmes éléments de langage.
il y a des sociétés en quelque sorte, enfin des organisations, des fondations jumelles. Hein. Donc il y a aussi le Premier ministre d'Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, qui est fondateur d'une fondation, hein, qui est le président d'une fondation qui s'appelle Open Ukraine. Alors, on retrouve toujours ce même champ lexical. Donc, quand on voit le résultat de ce qui se passe depuis le coup d'État, on ne peut pas dire que ce soit très très constructif tout ça. Donc, nous avons aussi un certain Mikhail Khodorkovsky, donc un des hommes les plus riches de Russie, enfin l'un des oligarques bien connus des années 90, qui avait fondé aussi donc en 2001 une fondation donc, intitulée Open Russia Foundation. Donc créée en 2001 et qui est devenue Open Russia en 2014, après qu'il soit sorti de prison, et qui a été lancée conjointement donc, par deux puissances financières, hein, donc la banque Rothschild et lui-même. Donc les relations entre Khodorkovsky et les Rothschild remontent en fait au moins à l'affaire de la compagnie pétrolière Yukos. Donc c'est là qu'on voit que bon, les gros intérêts capitalistes, financiers et industriels aujourd'hui procèdent, avancent hein, avec le masque, de manière furtive, au nom de l'ouverture. Donc on n'est plus dans ce capitalisme un peu agressif et un peu comment dire, avec une mauvaise image quoi, au XIXe siècle, là, avec leurs chapeaux, leurs cigares. Là, on est, le capitalisme a modifié son image, a beaucoup travaillé là-dessus pour se donner une image d'ouverture forcément sympathique. Hein, et même George Soros va jusqu'à dire qu'il est de gauche, bon, puisque apparemment pour lui, être de gauche, c'est être ouvert justement. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais finalement, être ouvert, c'est aussi être libéral hein, au niveau économique. Bon, c'est là où le libéralisme et le libertarisme convergent, hein, puisque George Soros fait aussi la promotion du LGBT. Et voilà, en gros, la ligne de front devient de plus en plus visible. Avec d'un côté, effectivement, donc, un libéralisme libertaire et d'autre part, un protectionnisme conservateur, en quelque sorte, quoi. Enfin, protectionnisme pour l'économie et conservatisme pour les mœurs, pour la société. Donc c'est un article du Sunday Times hein, du 2 novembre 2003 qui parlait justement donc, de cette fondation lancée par Khodorkovsky et qui disait, voilà, le Sunday Times peut identifier Lord Jacob Rothschild comme le détenteur secret de la grande part de Yukos qui était précédemment contrôlée par Mikhail Khodorkovsky, le président de la compagnie pétrolière. Donc Khodorkovsky, réputé pour être l'homme le plus riche de Russie, a été la semaine dernière arrêté par des procureurs russes sur des charges de fraude et d'évasion fiscale. Son emprisonnement a déclenché un accord d'administrateur qu'il a mis en place avec Rothschild il y a quelques mois. Bon, il y a aussi un autre article paru dans le Télégraphe en 2004 hein, qui rappelait qu'en fait, au comité directeur de Open Russia, il y a aussi Henry Kissinger. Et cet article donc, n'est paru sur un site qui n'est pas un site conspirationniste, hein, qui s'appelle Le Télégraphe, hein, et écrit par une journaliste qui est au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle Anne Applebaum, américaine, titulaire du prix Pulitzer 2004, hein, et mariée à Radosław Sikorski, donc homme politique polonais, à double nationalité britannique et polonaise, donc, et qui fut ministre de la Défense, des Affaires étrangères, président du Parlement sous l'ancien gouvernement polonais. Donc là, bon, vraiment tous les réseaux atlanto-sionistes hein, vraiment se convergent et procèdent là manifestement maintenant en travaillant leur image pour apparaître effectivement toujours sous l'angle donc de la main tendue, de l'ouverture et donc finalement avec une image plutôt sympathique, un peu rose bonbon. Donc un site affilié à Lyndon LaRouche commentait hein, toutes ces grandes manœuvres hein, en Russie autour de la fondation de Khodorkovsky.
le 12 mars 2010. Et donc disait qu'en 2001, en fait, donc Lord Jacob Rothschild configure une opération de pénétration de haut niveau de la Russie, appelée donc la Fondation de la Russie ouverte. Bon, donc d'après Lyndon LaRouche, enfin, que vous connaissez peut-être, hein, c'est donc son représentant en France, c'est Jacques Cheminade. Et donc, bon, bah, alors d'après Lyndon LaRouche, en fait, Khodorkovsky lui-même n'est que l'homme des Rothschild. Hein, et la fondation donc était une de ces, donc je continue la citation, était l'une de ces nombreuses opérations de renseignement lancées par Rothschild pour prendre le contrôle de la Russie au moyen de cercles oligarchiques russes corrompus. Blabla. Donc bon, enfin, on mettra toutes les citations en post-production. Hein. Et donc nous retrouvons, voilà, avec une grande rigueur, hein, du point de vue méthodologique, hein, parmi ces cercles dominants, et qui ne date pas d'hier. C'est-à-dire que ce programme d'ouverture complète, hein, donc, on peut appeler le cosmopolitisme, c'est le terme, je dirais, le plus courant, enfin le plus classique. Ce programme donc, correspond à des intentions parfaitement, je dirais, traçables, hein, et on n'est pas dans le procès d'intention, on a des preuves, on a effectivement des déclarations, on a comment dire ça, des preuves, quoi, tout simplement, enfin des traces, quoi, en fait, enfin, le nom des fondations est suffisant et c'est suffisamment, enfin, parfaitement significatif. Et donc, remonte, hein, on peut le faire remonter au moins à 1970, puisque donc en 1970, donc dans un magazine qui s'appelle Entreprise, qui est l'ancêtre de la revue L'Expansion, on avait donc déjà un Rothschild, hein, Edmond de Rothschild, qui disait, donc dans le numéro 775, la structure qui doit disparaître, hein, le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Et dans le document, enfin dans l'article, effectivement, bon, on voit la préfiguration de l'Union européenne, hein, puisqu'il dit aussi qu'il va falloir en fait que les régions soient plus autonomes, hein, et précisément en fait, la nation étant de taille intermédiaire, trop petite pour le mondialisme, mais trop grande pour les intérêts, on pourrait dire, ou les stratégies locales, c'est vraiment notre problème principal, c'est vraiment la cible sur laquelle nous devons converger. Donc là, on a vraiment on peut reconstituer effectivement un programme global qui procède effectivement à chaque fois, attention, il y a un début d'effet Larsen, qui procède à chaque fois sous des dehors inoffensifs, hein, et qui consiste à se présenter sous l'angle soit du sauveur parce que nous avons la solution qui vous convient, soit de la victime parce que bon voilà, nous sommes gentils, on ne vous veut pas de mal. Et donc ça, c'est juste en fait une application, hein, de structures relationnelles, psychosociales, qui ont été repérées donc, sous la figure là, du triangle Karpman, et qui sont appliquées en ingénierie sociale pour donc, faire de la démolition contrôlée des sociétés, sachant que bon, cette démolition contrôlée a pour but, non pas, enfin c'est pas une fin en soi, hein, ensuite il s'agit de reconstruire sur de nouvelles bases, mais en prenant le contrôle de la souveraineté du système. C'est vraiment comment dire, la constante, hein, c'est-à-dire la conduite du changement, hein, en termes de management, consiste non pas simplement à aider quelqu'un, enfin une organisation à changer parce qu'elle rencontre des problèmes, cela consiste aussi à en prendre le contrôle. Ça, c'est ce qui apparaît quand on étudie un petit peu la question. On voit bien que la conduite du changement n'est jamais innocente. Hein. Il ne s'agit pas simplement de faire la pédagogie, il s'agit en plus de s'approprier les codes, hein, des paramètres, hein, et de réécrire en quelque sorte l'ADN, hein, de l'entreprise. Comme souvent les managers parlent de ça, hein, on parle de l'ADN d'une entreprise. Il s'agit, alors, donc par métaphore en fait, hein, cette ingénierie sociale est un peu l'équivalent d'une ingénierie génétique.
D'accord. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans cette situation, hein, où en fait nous avons affaire, donc là, à des acteurs dans la finance, hein, par exemple. Donc là, je cite enfin, Soros, Rothschild, Rodorkovsky en Russie. Ces acteurs donc ont un programme qui remonte enfin, au moins aux années 1970, je dis bien au moins, hein, évidemment, qui sont aujourd'hui, qui butent, hein, malgré tout sur en quelque sorte une capacité peut-être de décryptage de leur façon de faire. Ce que l'on appelle aujourd'hui, évidemment, ce que le pouvoir appelle du conspirationnisme. À partir du moment où vous décryptez en fait, les méthodes d'ingénierie sociale, hein, donc de destruction furtive, qui sont appliquées aux populations et aux sociétés, vous êtes automatiquement taxé de conspirationniste. Le problème, bon, c'est qu'on peut sourcer aujourd'hui absolument tout. Hein, donc, l'implication israélienne et américaine, enfin atlantiste, sioniste, dans le djihadisme en Irak et en Syrie, on peut la démontrer aujourd'hui, on peut la prouver. Hein. J'ai une quantité d'articles que j'ai archivés. Et puis donc bon, en fait tout le système peut être reconstitué et sans la moindre, sans faire appel finalement ni au procès d'intention ni à la spéculation, enfin spéculation théorique, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations. Hein. Dès lors que nous sommes, voilà, nous en sommes là en fait, c'est-à-dire en fait un chaos social, hein, qui est parfaitement organisé, qui consiste donc à déconstruire nos sociétés, déconstruire nos économies, déconstruire nos psychismes aussi, hein, puisque la théorie du genre, par exemple, bon, va très loin dans l'intimité. Hein, là, on est au-delà finalement du capitalisme sans frontières. Hein, on est au-delà. Le LGBT, la théorie du genre, sont des émanations de ce capitalisme sans frontières. Mais je veux dire, on va au-delà de l'économie, quoi. On plonge au cœur de notre intimité psychologique. La prochaine étape, c'est l'antispécisme, hein, qui consiste à donc nous inculquer que, bon, premièrement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ou alors on peut changer de sexe à volonté, mais il n'y a pas non plus de différence entre les espèces vivantes. Donc, après tout, bon, pourquoi faudrait-il que les humains restent sur Terre? Enfin, je veux dire, de toute façon, ils n'ont pas. Enfin, finalement, ils sont même, comme ils font souffrir les animaux. Hein, c'est toute cette culpabilisation autour, par exemple, de l'alimentation, comment dire, carnée. Nous sommes en réalité dans la position du bourreau, hein, et donc nous devons nous sentir coupables de manger de la viande, voire même de manger des yaourts, puisque l'antispécisme va de pair avec le véganisme, et le véganisme s'interdit même, s'interdit toute forme d'alimentation, tout usage de produits d'origine animale. Donc manger un yaourt à ce niveau-là, bon, devient une faute morale, quoi. Et tout ça procède de la même méthodologie, hein, qui consiste à abraser, éroder, toutes les différences, quelles qu'elles soient. Donc les différences entre les origines, par exemple identitaires, hein, évidemment, ethniques, culturelles, tout ce qu'on veut, bon, ça en quelque sorte c'est acquis. Mais cette problématique, hein, effectivement, a sa légitimité, mais elle n'est elle-même qu'une étape dans un processus plus général, donc de destruction de toute forme de distinction possible. C'est-à-dire donc la distinction entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants aussi. Hein. Là, je regardais un site d'extrême gauche. Là, ils en sont en fait à considérer que les enfants sont les victimes de leurs parents. Puisque en fait, bon, les parents exercent une autorité sur les enfants et c'est absolument intolérable. Donc en fait, il faut libérer les enfants de l'autorité parentale. Bon, vous allez me dire, c'est pas neuf, c'est en germe depuis mai 68. Mais bon, voilà, ça prend toujours plus d'ampleur, enfin, ça se normalise, ça s'installe. Et donc c'est des projets aussi d'ingénierie sociale, enfin, c'est-à-dire de reformatage du champ social qui sont étalés sur plusieurs décennies. Et donc voilà, bon, la prochaine étape, c'est l'antispécisme, le transhumanisme aussi, c'est-à-dire l'abolition de la distinction entre les vivants et les machines. C'est en cours aussi.
Donc tout le milieu professionnel de la robotique travaille sur l'empathie artificielle. Et toujours, hein, vous avez remarqué, au nom hein, de l'amitié, de la main tendue, de l'ouverture. C'est-à-dire que pour nous culpabiliser, et donc pour nous demander gentiment de disparaître, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous manquez d'empathie vis-à-vis d'un robot, c'est que vous êtes en fait une ordure d'humain et que vous refusez cette amitié avec une machine. Ça, c'est ce qui se met en place dans le milieu de la robotique et qui en fait va commencer aussi à être diffusé dans les médias. Et faut savoir que bon, il y a des avocats hein, qui travaillent sur le droit des robots. Hein, donc le droit des robots, pas le droit des propriétaires de robots, mais le droit des robots. Enfin, c'est les droits des robots. Quels sont leurs droits? Comme si c'était des gens avec qui on pouvait discuter, quoi. Voilà, donc là, on est vraiment dans un mécanisme, dans un vaste processus d'abolition de toute forme de distinction. On est vraiment là dans la cybernétique. Hein, donc dans une démarche générale, donc en fait, de reformulation. Là, ça va même au-delà de la société, mais c'est le monde entier qui doit être reformulé. C'est en fait l'ADN du monde doit être retravaillé en quelque sorte et réécrit, recombiné pour produire non pas simplement de nouvelles créatures, mais un nouveau monde. Ça, bon, c'est en quelque sorte, si on pousse la logique à son terme, c'est à ça qu'on arrive. Et en fait, si ça paraissait être de la science-fiction dans les années 70-80, même jusque récemment, quand on voit jusqu'où ça va, hein, en termes justement de droit des robots par exemple, on voit bien que là, bon, on n'est plus dans la science-fiction, hein, où la science-fiction passe dans la réalité. Et donc cette reconstruction à neuf, enfin, selon une nouvelle organisation, une nouvelle restructuration du monde, c'est notre condition. Hein. C'est pour ça que nous sommes dans ce chaos permanent et qui attaque, enfin qui touche tous les domaines de la vie. Si vous regardez bien, rien n'est laissé indemne. Tous les aspects de la vie sont attaqués. Et c'est donc économique, etc., identitaire, tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment la matrice globale qui est en train d'être réécrite, reformulée, et toujours de façon furtive pour empêcher toute réaction psychologique. Parce que bon, si effectivement les stratégies d'attaque du monde, de réécriture du monde étaient directes, il y aurait beaucoup trop de réactions. Donc il faut empêcher, il faut inhiber toute pensée critique vis-à-vis de ce qui se passe pour que ça se passe bien, justement, pour faire passer le suppositoire en quelque sorte. Parce que bon, le travail est tellement énorme, voilà, mais forcément, ça ne peut pas se faire sans heurts, surtout sans cabrage réactif, hein, forcément. Donc il faut culpabiliser toute réaction. Et pour culpabiliser toute réaction, il faut que l'ouverture soit valorisée à sens unique et que tout ce qui relève de la fermeture soit considéré comme effectivement symptomatique d'une pensée réactionnaire et d'un caractère à éradiquer, parce que bon, l'avenir, c'est l'ouverture. Et c'est comme ça qu'effectivement, donc, l'ingénierie sociale aujourd'hui travaille à détruire non seulement l'Europe, hein, mais aussi tous les êtres humains, mais aussi le vivant, par usurpation d'identité et par abus de confiance. Et je vais m'arrêter sur ces pensées réconfortantes. Lucien Cerise, mesdames et messieurs.